Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le nord du pays où s'est tenu le lancement officiel du forum culturel de la mer Rouge qui s'est tenu à Obok. Toujours dans l'actualité nationale, mais hors de nos frontières, où le ministre de l'Éducation nationale prend part au Forum mondial sur l'éducation qui s'est tenu à Londres. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, l'hôpital Al-Aouda bombardé à Gaza. Nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, au terme de sa visite de travail de 72 heures, le président de la Somaliland, Abdulrahman Mohamed Abdullahi, et sa délégation ont quitté la capitale cet après-midi. Rappelons qu'à son départ à l'aéroport international de Djibouti, il a été accueilli avec toutes les honneurs par le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, et le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, et le ministre des Infrastructures, Hassan Mohamed, et le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdillahi. Le président de la Somaliland, M. Abdulrahman Mohamed Abdullahi, a eu un bref entretien au salon VIP de l'aéroport avec les membres du gouvernement djiboutien, dont Ilyas Moussa Dawale, en présence des officiels de deux parties. Rappelons par la suite, il a été salué par un et d'honneur de la garde républicaine avant de monter dans l'avion où il a été salué par les officiels djiboutiens. Pour rappel, le président du Somaliland, M. Abdulrahman Mohamed Abdullahi, qui est à la tête d'une délégation de haut niveau, avait entamé une visite de travail de 72 heures à Djibouti. Au palais présidentiel de la République, le président du Somaliland a été reçu par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Cette audience au sommet servit d'emblée de cadre pour faire le point sur l'état d'échange, de solidarité et de collaboration entre Djibouti et la Somaliland. Les entretiens ont ensuite été étendus à l'évocation des sujets d'intérêt commun pour les deux parties aux liens séculaires forgés par la proximité culturelle, linguistique et géographique. Ainsi, durant son séjour, le président de la Somaliland avait visité les infrastructures phares de Djibouti, dont celui de Djibouti Telecom, aux stations d'arrivée des câbles sous-marins ainsi que aussi les infrastructures portuaires. Il a aussi visité les infrastructures portuaires avec une première rencontre avec les responsables du port à l'hôtel Red Sea, suivi d'une visite guidée au port SGTD, dite des installations de pointe, l'un des ports les plus performants de la région. La visite du président de la Somaliland et sa délégation renforce ainsi la vision commune de la connectivité régionale et de la promotion d'une croissance économique durable grâce à des partenariats dans les nombreux secteurs du développement. Direction l'Arabie Saoudite, où le pèlerinage à la Mecque, qui est un moment sacré, un devoir religieux, mais aussi une quête spirituelle intense. Eh bien, chaque année, des millions de musulmans convergent vers les lieux saints de l'islam, répondant à l'appel divin. Parmi eux, des pèlerins venus de la République de Djibouti, portés par la foi et l'espérance. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam, une obligation, certes, mais surtout un privilège pour ceux qui ont les moyens. Un seul voyage dans une vie, mais un voyage qui peut tout changer. La majorité des pèlerins djiboutiens sont désormais installés à la Mecque où ils accomplissent la Umrah dans de bonnes conditions. Rappelons qu'au micro de notre équipe sur place, plusieurs d'entre eux ont partagé leurs impressions et émotions. Les pèlerins djiboutiens ont exprimé une vive émotion, mêlant gratitude envers Dieu et profonde recueillement spirituel. Ils ont également salué le rôle de la délégation officielle du Hajj dépêchée par le ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf pour son accompagnement et son encadrement tout au long du pèlerinage. Dans les jours à venir, les pèlerins poursuivront leur préparation pour les étapes majeures du Hajj, notamment le départ vers Mina, le rassemblement du mont Arafat et le sommet spirituel de ce pèlerinage. Ainsi, comme vous le voyez sur les images, ils ont accompli la Umrah dans de bonnes conditions. Au micro de notre équipe, sur place, plusieurs d'entre eux ont partagé leurs impressions et émotions. Les pèlerins djiboutiens ont exprimé une vive émotion mêlant gratitude envers Dieu et profond recueillement spirituel, où ils ont également salué le rôle de la délégation officielle de Hajj dépêchée par le ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf pour son accompagnement et son encadrement tout au long du pèlerinage.
Retour à Djibouti, direction le nord, où, je vous le disais, la ville d'Obok a été le théâtre hier soir du lancement officiel du Forum culturel de la Mer Rouge. Un événement d'envergure placé sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. Cette cérémonie d'ouverture a donné le coup d'envoi d'un forum dédié au dialogue interculturel, à la valorisation du patrimoine et à la promotion des identités culturelles de la Mer Rouge. La soirée s'est tenue dans une atmosphère solennelle, festive, des lumières tamisées éclairant les lieux décorés aux couleurs locales, tandis que des prestations artistiques traditionnelles rythmaient l'événement. Je vous laisse découvrir. Wada walaalyaal nabad iyo calool fayooy ay ku soo dhawaada walaalyaal barwaaqiyo niyad samii inkiiga yahay nikunaba kun sagar xiba xayul arxiba inkiiga yahay nikunaba kun sagar xiba xayul arxiba أرحبا أرحبا يا أرحبا 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 الرسول أحيي قلنا بالرسول أهعمني قلنا بك الألوى يا عبل المري رسول أرحبا 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 الرسول. Eh bien, la soirée d'ouverture du Forum culturel de la Mer Rouge à Obok a commencé sous une pluie d'applaudissements avec la prestation remarquée des artistes venus en nombre. Après cette ouverture solennelle, la soirée s'est poursuivie avec une succession de prestations variées mettant lumière la richesse artistique et culturelle des rives de la Mer Rouge. كل كحك حكو فنكحي عريدي سي بداي مطن باجا بعد الكوحي لك المطن يا بيجن عظمة كمينو حيو حريمة كتا 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 حريقو كتا كتا حبادي سالي كتا 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 Eh bien, ce forum ambitionne de renforcer les liens culturels entre les communautés et d'encourager la coopération artistique et patrimoniale. Écoutons les autorités locales. L'événement revêt une importance capitale pour nous tous, car il constitue une véritable opportunité de raviver et de valoriser le patrimoine historique, culturel et commercial qui unit nos régions de la Corne de l'Afrique. Nous sommes réunis ici pour célébrer la richesse de nos héritages communs, ceux de la ville de Moussaoua en Érythrée, de Zeila au Somaliland, des régions Afar d'Éthiopie, ainsi que des villes côtières du Yémen, dont je suis originaire. Ces territoires, façonnés par des siècles des échanges, de migration et de leur unité, forment un patrimoine collectif qu'il nous appartient de préserver et de transmettre aux générations futures. Aujourd'hui, dans un monde où les réseaux sociaux, certes utiles, tendent à fragiliser nos liens traditionnels, il est important de rappeler la valeur de nos cultures, de nos histoires, de nos échanges commerciaux qui ont façonné nos identités. Ce forum est une réponse à cette dévalorisation
une initiative pour renforcer nos liens, restaurer la confiance et encourager la coopération. Il est crucial que nous réalisions que cette force réside dans notre unité, dans la valorisation de notre passé commun et dans la reconnaissance de nos similitudes. La mer Rouge, qui a été pendant des siècles un pont entre nos peuples, doit redevenir ce lieu de dialogue, d'échange et d'amitié sincère. Je tiens à saluer les efforts de l'association Arkeina et de tous les partenaires présents ici. Puis, cette rencontre exceptionnelle attendue sera une occasion unique de célébrer, d'explorer la richesse et d'exposer la diversité culturelle des peuples bordant la mer Rouge. Écoutons la ministre des Affaires sociales et de la solidarité. Je suis heureuse de partager ces moments très émouvants dans la ville de Hayou. Comme je l'ai dit, c'est la première capitale de la République de Djibouti. Comme l'a dit également précédemment le secrétaire général de Arkeina, c'est la colonne vertébrale de la République de Djibouti. Et vraiment, on le redit, c'est la colonne vertébrale de la République de Djibouti. Elle est située au nord, elle est située face à Bab el-Mandab. C'est vraiment une terre d'échange. Quand on parle de la République de Djibouti, on parle d'une terre d'échange et de culture. Aujourd'hui, Hayou a démontré sa capacité d'accueil, sa capacité également de souhaiter les bienvenus à ses invités. Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a mis en lumière la portée historique du lieu accueillant ce forum. Elle a rappelé avec fierté qu'Obok est une ville historique, la première capitale du pays, un symbole fort dans l'histoire nationale djiboutienne. Elle a ensuite déclaré que la culture est innée, présente naturellement en chaque individu, transmise de génération en génération. Pour la ministre, ce forum est l'illustration parfaite de la force du dialogue entre les peuples. Là où les personnes partagent leur culture, la guerre ne peut entrer, a-t-elle affirmé, soulignant le rôle fondamental de la culture dans la construction de la paix et du vivre ensemble. La ministre a conclu son intervention en saluant l'engagement des jeunes, des artisans et en appelant à poursuivre la dynamique de valorisation des cultures de la mer Rouge. Eh bien, écoutons à présent le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, lors du Forum culturel de la mer Rouge, l'événement incontournable qui a rassemblé passionnés, artistes, intellectuels et acteurs du patrimoine culturel de la sous-région. Ces rassemblements est une plateforme précieuse pour célébrer notre riche patrimoine culturel. Nos initiatives environnementales, sportives et commerciales, ainsi que pour approfondir nos discussions sur l'histoire fascinante d'Obok, la première capitale de notre pays. Dans un monde où les défis environnementaux sont de plus en plus pressants, il est essentiel que nous prenions des mesures concrètes pour préserver notre écosystème. Les activités environnementales que nous mettons en œuvre à Obok, comme le reboisement et la sensibilisation à la gestion des déchets, sont des étapes cruciales pour protéger notre environnement. Le sport est un puissant vecteur de cohésion sociale et de bien-être à Obok. Nous avons la chance de disposer de ressources naturelles et d'un environnement propice à diverses activités sportives. Cette année, nos braves Hayou Helena ont dominé le championnat national de la deuxième division en assurant la première place qui va permettre à notre région d'évoluer la saison prochaine. Saison 1. Sur le plan commercial, Obok offre un potentiel exceptionnel. Comme l'a toujours dit le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, lors de ses déplacements dans les régions, le développement du commerce local peut non seulement stimuler notre économie, mais aussi créer des emplois et renforcer les liens communautaires. Je vous invite à soutenir les artisans et les commerçants locaux en favorisant l'achat des produits régionaux. Ensemble, nous pouvons promouvoir une économie durable qui bénéficie à tous. Enfin, il est essentiel de se souvenir et d'honorer notre histoire. Obok, en tant que première capitale de la République de Djibouti, a joué un rôle crucial dans notre identité nationale.
Puis, le Premier ministre, M. Abdelrahman Khan Mohamed, a participé à la deuxième journée du Forum culturel de la Mer Rouge en présence de plusieurs membres du gouvernement. Avant de lancer officiellement la conférence et le débat de la jour, le Premier ministre, accompagné de sa délégation ministérielle, a effectué une visite des stands installés dans le cadre de ce forum, mettant en lumière le savoir-faire local, les traditions culturelles de la région, ainsi que les initiatives citoyennes valorisant l'identité des peuples de la Mer Rouge. Accueillis par les autorités régionales, les organisateurs, les officiels ont salué la mobilisation des exposants et la richesse des contenus présentés. Le Premier ministre a souligné l'importance de cette manifestation dans la promotion du patrimoine culturel national, la coopération régionale et la valorisation du rôle historique d'Obok. أرحبا يا أرحبا 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 الرسول أحيي كنا بالرسول أحبني كنا بك العلوان يا عبل مري رسول أرحبا أرحبا يا أرحبا 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 الرسول أحيي كنا بالرسول أحبني كنا بك العلوان يا عبل مري رسول Eh bien, dans le cadre de ce forum culturel de la Mer Rouge, une série de débats et de conférences s'est tenue jeudi matin dans la salle d'Al-Rahma d'Obok, en présence du Premier ministre, M. Abdelrahman Khan Mohamed, de plusieurs membres du gouvernement, d'acteurs culturels, de chercheurs et d'invités internationaux. Rappelons que ces échanges ont porté sur les thématiques clés liées à la préservation du patrimoine immatériel, à la coopération culturelle entre les peuples de la Mer Rouge, ainsi qu'au rôle stratégique de la culture dans le développement régional et le dialogue interculturel. Les interventions riches et variées ont mis en lumière la diversité des expressions culturelles tout en soulignant la nécessité d'un engagement commun pour valoriser et transmettre les héritages culturels. La salle d'Al-Rahma a ainsi été le théâtre d'un véritable carrefour d'idées où tradition et modernité se sont rencontrées au service de la connaissance, de la mémoire partagée et de l'ouverture régionale. كنا بالرسول أحبني كنا بك العلوان يا عبل مري رسول أرحبا أرحبا يا أرحبا 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 الرسول أحيي كنا بالرسول أحبني كنا بك العلوان يا عبل مري رسول أكسر دوادا ولا نيال نبدئيو على الفيوي On change de continent, je vous emmène en Europe où le Forum mondial de l'éducation, qui est le plus grand rassemblement annuel des ministres de l'éducation et des expertises à l'échelle mondiale, a offert une plateforme unique pour le réseautage et l'apprentissage entre pairs, permettant aux ministres du monde entier de discuter des enjeux les plus pressants dans le domaine de l'éducation. Mohamed Abdelrahman Habib. Boussienne composée du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de Mme Naïma Hassan Ismail, DG du CFN, et de M. Abdelkader Dahir Adan, et de Mme Ayane Ousmane Abrar, sont arrivés le dimanche 18 mai 2025 à Londres pour participer au Forum mondial sur l'éducation qui s'est déroulé jusqu'au 21 mai. Le Forum mondial de l'éducation est le plus grand rassemblement annuel des ministres de l'éducation et des expertises à l'échelle mondiale. Il offre une plateforme unique pour le réseautage et l'apprentissage entre pairs, permettant aux ministres du monde entier de discuter des enjeux les plus pressants dans le domaine de l'éducation. La thématique de cette année était de la stabilité à la croissance, bâtir ensemble une éducation plus forte, plus audacieuse et meilleure. Le forum qui s'est déroulé pendant 4 jours était organisé autour de 5 grands axes, à savoir la stabilité, l'équité, la qualité, l'innovation et la croissance.
Ces axes ont fait l'objet de réflexions et de partage d'expériences regroupant des panélistes de profils variés, des représentants gouvernementaux, des organismes, des développeurs privés du programme d'enseignement. Les activités durant ces journées étaient variées, alternant des séances plénières, des séances parallèles et des séances d'information sur des thèmes sous-jacents aux grands axes développés dans les plénières. Les échanges étaient enrichis par les exposés d'études réalisées et les partages d'expériences des pays participants. D'ailleurs, lors des échanges entre spécialistes, le concept « Mon école à moi », mis en œuvre dans tous les établissements scolaires du MENFOP, a eu un écho avec le programme Belong Going, l'école, l'appartenance développée par le Centre d'innovation en matière de politique éducative EPIC du ministère anglais de l'éducation pour réduire le décrochage scolaire et améliorer l'assiduité des élèves et créer ainsi chez eux un sentiment d'appartenance dans leur école. En marge des séances où les panélistes partageaient les expériences de leurs pays respectifs, la délégation a pu rencontrer des organisations et des sociétés spécialisées dans les différents secteurs de l'éducation, exposant leur production, que ce soit dans le développement curriculaire, la conception des contenus pédagogiques et didactiques, les évaluations ou encore les enseignements assistés par l'éthique ou l'IA. Ces discussions ont eu lieu avec des groupes comme Classera et Amira qui proposent des plateformes d'apprentissage complètes et ludiques, le groupe Pearson et le British Council dans le domaine d'expertise et de faire les évaluations et les groupes Cambridge et Oxford. L'objectif visé par ces rencontres était de trouver des instruments et des expertises susceptibles de collaborer avec les techniciens du département pour améliorer la qualité des outils, appuyer la professionnalisation des enseignants, perfectionner le leadership des chefs d'établissement, augmenter les performances de nos élèves et rendre ainsi nos évaluations plus affûtées et plus exploitables. Puis un petit déjeuner de bienvenue dédié aux ministres africains est organisé par le gouvernement britannique en partenariat avec le British Council et le British Expertise International de bienvenue, à laquelle la délégation a participé pour établir des contacts avec des organisations spécialisées dans le secteur. Toujours avec Mohamed Abdelrahman. Après-midi même du 18 mai, s'est tenue au grand centre de Queen Elizabeth II la réception de bienvenue à laquelle la délégation a participé pour établir des contacts avec des organisations spécialisées dans le secteur. Le lundi matin très tôt, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, à l'instar de ses collègues du monde venus contribuer à ce rassemblement, a répondu à l'invitation à un petit déjeuner de bienvenue dédié aux ministres africains et organisé par le gouvernement britannique en partenariat avec le British Council et le British Expertise International. L'objectif de cette manifestation était de mettre en relation les départements ministériels avec les directeurs régionaux du British Council et les officiels du gouvernement britannique et les organisations éducatives du pays d'accueil. Autre moment fort, la participation de la délégation à la réception officielle organisée par le gouvernement de Sa Majesté au Lancaster House le lundi 19 mai au soir. Réception présidée par l'honorable Bridget Phillipson, secrétaire d'État pour l'éducation et ministre des Femmes et des Égalités, et à laquelle étaient également présents quelques membres du gouvernement. Et enfin, la délégation a rencontré la star mondiale de l'athlétisme, Mo Farah, qui a exposé un projet, à savoir ouvrir une académie d'excellence dans le sport-études dans un établissement scolaire. Mohamed Abdelrahman. Visite des écoles et le projet sport-études de Mo Farah. La délégation a également eu l'occasion de visiter 2 établissements scolaires, un lycée technique ayant des résultats particulièrement élevés quant à l'insertion professionnelle de ses apprentis, et un collège-lycée qui a eu un impact très positif sur la vie économique et la sécurité de ses riverains. La particularité de ces établissements est qu'ils accueillent des élèves issus d'une population défavorisée d'origine étrangère. Les performances scolaires de ces apprenants ont permis à certains d'entre eux de bénéficier de bourses d'excellence et de fréquenter des universités aussi prestigieuses que Cambridge et Oxford. C'est à cette occasion que la délégation a rencontré la star mondiale de l'athlétisme, Mo Farah ou Mohamed Farah, qui a exposé un projet qui lui tient particulièrement à cœur, ouvrir une académie d'excellence dans le sport-études dans un établissement scolaire. En effet, l'objectif de ce projet est la détection et le développement des performances sportives des élèves afin de leur donner l'opportunité d'explorer, de développer et d'exploiter tous leurs talents.
Ce fut l'occasion pour le célèbre athlète de proposer au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, de développer dans la République de Djibouti un projet de formation d'excellence associant sport et études et se conformant aux standards académiques internationaux. Ceci pour donner l'opportunité et la chance aux sortants de poursuivre leur ambition dans les grandes universités du monde qui ont produit les sportifs les plus performants. Moufarah s'est dit prêt à accompagner les techniciens du MENFOB dans la réflexion, voire même la réalisation de ce projet. Il s'agirait pour la star mondiale de donner l'exemple de son propre parcours pour motiver les jeunes à réaliser leurs rêves. Homme humble et très engagé, il a proposé de venir à Djibouti et d'appuyer le MENFOB dans cette optique. Cette rencontre fortuite fera l'objet d'un partenariat entre le ministère et la Mo Farah Foundation, dont les actions caritatives sont axées sur l'amélioration de la santé et du secteur de l'éducation, notamment le bien-être des élèves à travers le sport scolaire en Afrique de l'Est. Retour à Djibouti, où le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne, Sissoko de Doralé, a abrité une cérémonie de clôture d'une série de formations dont bénéficiaient plus de 70 agents de la garde-côte djiboutienne. Placé sous le patronage de Hassan Mohamed Ibrahim, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, a eu l'honneur d'accueillir des invités de marque, dont le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le commissaire-colonel Mohamed Elmi Moussa, le chef d'état-major particulier du président de la République, le colonel Paul Duplay, le chef de corps de Riom, M. Paul Duplay, et la représentante du bureau de la JICA à Djibouti. Puis la série des formations professionnelles dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime qui se clôturait avec cette cérémonie étaient les suivantes. Formation sur le pilotage des bateaux destinés à préparer les futurs navigateurs et navigatrices, à assurer avec engagement la relève et la continuité des missions de sécurité et de sûreté du domaine maritime. Formation sur la transmission de la communication radio-marine qui sont vitales pour la liaison avec les équipes de patrouille maritime de la garde-côte durant leur mission en mer. Formation d'armement pour maîtriser les systèmes d'armement embarqués, élément clé de la capacité opérationnelle de la garde-côte. La cérémonie s'est poursuivie par la remise des certificats des galants aux majors de différentes spécialités qui ont complété avec succès ce cycle de formation. Permettez-moi, au nom de l'ensemble des stagiaires ici présents, de prendre la parole pour exprimer notre profonde gratitude à l'occasion de cette cérémonie de clôture. Nous venons d'achever plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, de formations intensives. Chacune d'entre elles a été une étape importante dans notre parcours, un moment de découverte, d'effort, mais aussi de dépassement de soi. Nous avons acquis des savoirs techniques et surtout des savoir-faire et des réflexes indispensables à l'exercice de nos futures missions au sein de la garde-côte djiboutienne. Ces formations ont été rendues possibles. Ces formations ont été rendues possibles grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos instructeurs que nous tenons à remercier chaleureusement. Ils ont su transmettre leur expertise avec rigueur, exigence et bienveillance. Grâce à eux, nous sommes aujourd'hui mieux préparés, plus confiants et pleinement conscients
des responsabilités qui nous attendent. Je souhaite aussi souligner la fierté que nous avons eue à représenter la diversité de notre institution. Certaines formations, comme celle dédiée à la navigation de base, ont mis à l'honneur nos collègues féminines et cela témoigne d'une évolution positive que nous saluons tous. Eh bien, le colonel Waïs Omar Boukré, commandant de la garde-côte, a rappelé l'importance cruciale des formations qui contribuent à la professionnalisation des personnels de l'institution. Écoutons-le. Immense joie que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de clôture marquant la fin des cycles de formation enrichissant au profit des personnels de la garde-côte djiboutienne. Votre présence, Excellence, en général, rehausse l'importance de cet événement. Notre institution poursuit avec constance un objectif clair: bâtir un programme d'instruction solide, autonome et exigeante pour élever les compétences et les connaissances des femmes et des hommes en uniforme de la garde-côte djiboutienne au plus haut niveau. Ces personnels travaillent jour et nuit dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime afin qu'ils remplissent veillamment leurs missions régaliennes. Ce qui confère une valeur particulière à cette formation, c'est qu'elles ont été intégralement conçues et animées par nos propres instructeurs. Cela témoigne de notre autonomie croissante et de la richesse des savoirs présents en notre sein. Nous célébrons ce matin la clôture de 3 formations majeures. La formation sur le pilotage des bateaux, répondant aux standards internationaux. Alliant théorie et pratique, il prépare le futur navigateur et navigatrice à assurer avec un engagement la relève et la continuité des missions de sécurité et de sûreté du domaine maritime djiboutien. Je rends un hommage particulier et appuyé à nos instructeurs par leur engagement, leur sens du devoir et leur expertise. Ils sont aussi transmettre leur savoir-faire avec passion. Leur rôle est crucial dans cette dynamique d'excellence que nous construisons ensemble pour les générations présentes et futures. Eh bien, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a indiqué l'importance stratégique qui revêtait ces formations véritables, a-t-il dit le ministre, pilier du renforcement de la sécurité et de la sûreté du domaine maritime national, en particulier dans les zones névralgiques du Bab el-Mandeb. Écoutons le ministre. Avec un immense honneur et une profonde satisfaction que je me retrouve parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la clôture de cette formation essentielle dispensée aux stagiaires de la garde-côte djiboutienne. Cette formation, axée sur la navigation, l'intervention, la communication et la gestion de situations complexes, témoigne de notre engagement indéfectible envers la sécurité et la sûreté maritime de notre nation. Comme nous le savons tous, la République de Djibouti occupe une position géostratégique exceptionnelle. Située au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie, notre pays est la sentinelle du détroit de Bab el-Mandeb, l'un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde. Ces détroits par lesquels transite une part significative du commerce mondial et vital pour l'économie internationale. Cette formation contribuera à améliorer la sûreté et la sécurité maritime dans les eaux territoriales de Djibouti et notamment sur le détroit de Bab el-Mandeb. Cependant, les détroits de Bab el-Mandeb, porte d'entrée de la mer Rouge, est depuis quelque temps le théâtre d'une intense contrebande. Cette position enviable nous expose également à des défis majeurs. La piraterie
le terrorisme maritime, le trafic d'armes, des drogues et d'êtres humains, ainsi que la migration irrégulière. Ces menaces en constante évolution exigent de notre part une vigilance accrue et une capacité d'adaptation permanente. Dans ce contexte, les patrouilles réalisées dans les eaux territoriales de Djibouti jouent un rôle d'autant plus essentiel. En tant que pilier de notre défense maritime, la garde-côte djiboutienne est en première ligne pour protéger nos eaux territoriales et assurer la sécurité de nos citoyens. Les compétences acquises lors de cette formation renforceront sans nul doute la capacité opérationnelle de nos forces, leur permettant de répondre efficacement aux situations les plus complexes. En bref et en image, l'ambassadeur de la République du Djibouti en Égypte et représentant permanent de la République du Djibouti auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Ali Barre, a participé à la 20e session de la réunion du Forum de coopération sino-arabe au niveau des autres fonctionnaires, ainsi que la 9e session du dialogue politique stratégique au même niveau tenue le mercredi 21 mai dans la capitale marocaine Rabat. Au cours de ces réunions, l'ambassadeur a représenté son pays et a exprimé le soutien de Djibouti au renforcement des relations de coopération sino-arabe dans tous les domaines et à tous les niveaux. Il a souligné l'importance pour la République populaire de Chine de jouer un rôle accru dans la résolution des conflits et des crises dans la région arabe, en particulier la cause palestinienne. Il a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu et la levée des restrictions imposées à nos frères dans la bande de Gaza et en Palestine, appelant la Chine, en raison de son poids politique régional et international, à intervenir pour mettre fin et pour résoudre la crise soudanaise dont les répercussions négatives s'aggravent dans la région. Dans le même contexte, l'ambassadeur a affirmé l'adhésion de Djibouti au point inscrit à l'ordre du jour des réunions du forum. Il a salué le rôle du développement joué par la Chine dans les pays arabes et les efforts visant à renforcer la coopération dans le domaine des monnaies numériques et des banques centrales, ainsi que la coordination des positions dans les instances internationales. Direction le Qatar, où dans le cadre de sa visite de travail au Qatar, le colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant de la garde républicaine djiboutienne, a poursuivi un programme dense et d'échanges techniques et institutionnels à Doha. La journée a débuté au centre d'entraînement à la sécurité rapprochée de l'école de la garde Amiri, où le colonel et sa délégation ont assisté à des démonstrations de haut niveau, intervention tactique, protection de haute personnalité, riposte face à des menaces explosives, exercice de tir, de précision. Cette immersion mise en lumière l'expertise opérationnelle de la garde Amiri et a ouvert des perspectives concrètes de collaboration en matière de formation spécialisée. Puis la délégation a visité l'écurie de formation équestre de la garde Amiri. Une présentation complète des missions, du dressage, des races de chevaux utilisées a été faite par les responsables. La visite s'est achevée par une découverte des installations, un échange de cadeaux et une photo de famille, symbole des fraternités. Cette journée illustre la solidarité des liens entre la garde républicaine de Djibouti et la garde Amiri du Qatar, inscrit dans une vision commune de partenariat durable au service de la sécurité et la stabilité régionale. Retour à Djibouti, où Djibouti participe à la 4e conférence arabe des médias à Bagdad sur le changement climatique. Ainsi, la radio-télévision de Djibouti a pris part à la 4e conférence arabe des médias tenue pour la première fois hors du siège de l'Union à Tunis, dans la capitale irakienne, Bagdad, sous le thème « Le rôle des médias dans la lutte contre le changement climatique ». La participation djiboutienne a été assurée par un responsable chargé des relations avec les pays arabes et adjoint chef du service web, M. Mahad Abdirable, organisé par l'Union des radios-télévisions des États arabes en partenariat avec le réseau médiatique irakien. L'événement a rassemblé plus de 150 journalistes et experts venus des divers pays arabes et étrangers, notamment l'Irak, la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, la Jordanie et le Royaume-Uni, l'Indonésie et l'Inde. Les discours ont porté sur 4 axes principaux visant à renforcer les capacités des médias dans le traitement des questions climatiques.
Dans l'actualité internationale, Israël, je vous le disais dans le titre, Israël a bombardé l'hôpital Al-Aouda dans la zone de Tel Zatar, au nord de Gaza. Ces frappes ont déclenché des incendies et causé d'importants dégâts, selon des responsables de l'hôpital. Israël a bombardé l'hôpital Al-Aouda dans la zone de Tel Zatar, au nord de Gaza. Ces frappes ont déclenché des incendies et causé d'importants dégâts, selon des responsables de l'hôpital. Le directeur de l'établissement a indiqué que les réservoirs de carburant et les stocks de médicaments ont été détruits par cette attaque. L'hôpital indonésien a également été encerclé après avoir essuyé des tirs faisant des blessés parmi les 130 employés. Aucun détail n'est encore disponible sur le bilan humain. Des images capturées par Salah montrent un bâtiment hospitalier endommagé avec une pièce à l'étage supérieur laissée à découvert après que ses murs ont été soufflés. Une épaisse fumée noire s'élève des décombres et des débris à l'intérieur du complexe hospitalier où des incendies se sont propagés dans certaines parties. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.